Compris. OK. Je disais que nous allons voir dans cette seconde phase de la leçon 3 les contraintes d'intégrité. Et comme je disais, ce sont des probabilités ou règles que doivent satisfaire les données de la base pour être considérées comme correctes. Elles sont sans ambiguïté ni incohérence. La base de données est dite intègre ou cohérente si ces contraintes d'intégrité sont satisfaites. On avait dit que normalement, tout ce qu'on mettait dans la base de données devrait avoir une cohérence et autres. Donc, il en est de même aussi pour les contraintes. Même quand on établit les contraintes dans la base, ici c'est M1. Si vous voulez les étudier, M2 sont de l'autre côté. Quand on doit intégrer qu'on appelle ça, les contraintes dans la base de données, mais dans son système d'information, elle doit être aussi cohérente, elle doit pouvoir aussi respecter aussi les règles d'intégrité pour ne pas créer d'ambiguïté dans le système de gestion de la base. Ici, il faut dire qu'on distingue deux types de contraintes. On a les contraintes qui sont dites statiques et puis des contraintes qui sont dites dynamiques. Qu'est-ce qu'on veut dire au niveau des contraintes dites statiques? Au niveau des contraintes dites statiques, ce sont des propriétés qui doivent être vérifiées régulièrement. Et les contraintes dites dynamiques, ce sont des propriétés que doit respecter tout changement d'état de la base de données. Elles définissent les séquences possibles de changement d'état. Exemple, le salaire d'un employé qu'on ne peut augmenter et autres. Donc, vous voyez qu'au niveau des contraintes dynamiques, à tout moment, on doit pouvoir respecter tout changement qui se passe dans la base de données. Et ici, on a le cas d'exemple, par exemple, du salaire, au niveau de la masse salariale, au niveau des employés. Et il y a trois catégories de contraintes d'intégrité qui sont structurelles et qui sont très importantes dans le modèle relationnel. On a par exemple les contraintes d'unicité, les contraintes de domaine et puis les contraintes d'intégrité référentielle. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? Au niveau des contraintes d'unicité, on nous dit ici que chaque table possède une clé d'identification qui en identifie les tuples de manière unique. Ici, la clé d'identification, on a vu ensemble qu'est-ce que ça pouvait être, selon vous. Chaque table possède une clé d'identification qui en identifie les tuples de manière unique. La clé primaire. Et les tuples, c'était quoi? C'était la ligne qui traversait tous les éléments toutes les entités qui regroupaient la classe entité. C'est-à-dire, quand on prend la classe d'entité, si on a cité 7 entités qui sont en dessous de cette classe d'entité, dans la table relationnelle, vous allez voir qu'elles sont alignées de façon horizontale. Mais chaque entité représente une colonne. Et donc, la ligne, c'est la ligne horizontale qui traverse toutes les entités. Et pour pouvoir, ce qui nous aide à pouvoir lire toutes les informations, c'est la clé primaire. C'est ce qu'on appelle ici clé d'identifiant. Ensuite, on a les contraintes de domaine. Les valeurs possibles d'un attribut sont restreintes à un ensemble de valeurs prédéfinies. Exemple, l'attribut nom du schéma étudiant est contraint à être une chaîne de caractères de 25. C'est-à-dire que vous voyez que dans le dictionnaire, on vous disait de mettre la taille des données et autres, la taille des types de données et autres. Par exemple, dans le modèle relationnel, si on décide que la classe d'entité, la classe d'étudiants, on décide de la transformer en table. Donc, la table étudiant, forcément, tout ce qu'on va mettre comme entité, dans toutes les informations des entités que nous allons mettre, toutes les valeurs des entités que nous allons mettre, puisque nous sommes en train de renseigner la base de données, elle doit tout prendre des caractères de longueur 25. Elle ne doit pas excéder. C'était ce qu'on définissait au niveau du dictionnaire de données déjà. Quelles sont les différentes tailles que tu définissais? Vous voyez, ne pas qu'il y ait des ambiguïtés. Donc, si tu as défini là 25, tu ne peux pas aller au-delà de 26 caractères. Sinon, ta base de données ne sera pas cohérente au niveau de cette classe d'entité. Si tu as choisi comme cela. On a les contraintes d'intégrité référentielle. C'est-à-dire que chaque valeur d'une clé étrangère doit exister comme valeur de la clé d'identification dans la table référencée. C'est-à-dire que si on a une table référencée, la clé étrangère dont on parle, elle doit être identifiée comme la clé d'identifiant de cette table qui est référencée là. Et nous avons vu que dans les clés étrangères, une fois qu'elles atterrissaient au niveau de la table d'association, elles devenaient en même temps qu'elles étaient une clé étrangère, elles devenaient en même temps la clé primaire de cette table. Quand elles partaient au niveau, par exemple, quand on voyait les différentes règles au niveau des cardinalités, on a des clés étrangères qui migrent, par exemple, de l'autre côté. Quand ils migrent, arrivés là-bas, ils ne vont pas aller prendre la place de la clé primaire qui est là-bas. Ils vont toujours demeurer les places clés secondaires, vous voyez. Et la clé primaire de l'autre table demeure toujours clé primaire, mais elles vont rester clés secondaires. Et clés étrangères, pardonnez.
Faut pas, je vais confondre parce que clé secondaire est différente des clés étrangères. La clé secondaire, par exemple, la clé secondaire, c'est comme une clé candidate. La clé secondaire, par exemple, si on prend dans la table étudiant, on a le matricule qui est l'identifiant, la clé primaire. On peut décider de prendre, par exemple, carte nationale d'identité, qui est une deuxième clé. Vous voyez, qui est une deuxième clé. Mais la clé principale qu'on a choisie, c'est matricule. Vous voyez. Sinon, que carte nationale d'identité est une autre clé qui est là, mais c'est une clé candidate, c'est une clé secondaire qui est là. Elle n'est pas une clé étrangère. Elle est là, mais elle ne peut pas prendre la clé de la classe, la place de la clé primaire, puisque la clé primaire est là. Vous voyez. Par contre, si quelqu'un d'autre il prend cette base de données qui dit, il identifie carte nationale d'identité comme clé primaire, dans ce cas, le matricule devient clé secondaire dans la base. Vous voyez, non? Voilà pourquoi c'est dans le dictionnaire, il faut toujours spécifier. Sinon, chacun peut venir choisir des entités pour définir comme leur clé. Et ça va changer le système de la base. Un des avantages des bases de données, c'est la possibilité d'intégrer des contraintes que doivent vérifier les données à tout instant. On dit que c'est la possibilité d'intégrer des contraintes que doivent vérifier les données à tout instant. C'est-à-dire quand on met des contraintes dans une base de données, toutes les données, chaque fois qu'on met dans la base de données, doivent pouvoir respecter ces contraintes-là. Un exemple, par exemple. Si, par exemple, dans la classe entité, la classe association, au niveau de la table étudiant, ça, par exemple, on met âge. On peut mettre peut-être une contrainte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des étudiants, par exemple, ne peuvent être inscrits. Si on prend par exemple le cas du concours de l'ENS, les étudiants qui sont censés venir déposer le dossier sont des étudiants qui sont dans l'année, dans la vague de 80. Qu'on appelle ça? Au-delà de 80, il n'y a pas de problème. Mais en deçà de 80, il y a un problème. C'est-à-dire un étudiant qui est né en 79, qui est né en 78 ou bien 76, n'a plus droit à pouvoir s'inscrire. Ça, c'est une contrainte de la base de données qui est là. Vous voyez. Donc, aussi, pour renseigner cette base de données et qu'on a ajouté âge et qu'on dit non, pour ce concours-là, on exige l'âge minimal et l'âge maximal. Non, lui, l'âge maximal, c'est 20. L'année maximale, c'est 1980. Donc, en 79, les autres ne sont pas concernés. Après 80, tout le reste sont concernés. Comme aussi, il y a des concours où on peut donner l'âge maximal du concours, c'est 40 ans. Ça, c'est une contrainte de la base. On doit constituer une base de données de ces étudiants, mais ces apprenants qui doivent présenter le concours. 40 ans est une contrainte. C'est-à-dire, au-delà des 40 ans, tu ne peux plus être dans le fichier de la base de données. Il en est de même, par exemple, l'université. Si on dit, par exemple, l'université, on décide que de la première année jusqu'au doctorat, l'étudiant doit faire tout au maximum peut-être 20 années d'études, ou bien 15 années d'études. Au-delà de ça, l'étudiant n'a plus sa place ici. Vous voyez que si on fait cette base de données, ça dit après 15 ans, même si tu reprends, tu sors du fichier. Ça, ce sont des contraintes qu'on exige dans la base. Alors que âge fait partie d'une entité de la base et elle a des données qu'on a renseignées. Mais comme on met des contraintes de ces données-là, on décide qu'au niveau de l'âge, il y a des contraintes qui sont là, soit pas, on ne doit pas excéder 15 ans d'études dans l'université. Donc, si tu as plus de 15 ans, tu n'as plus ta place dans l'université. Forcément, tu sors du fichier. C'est ce qu'on veut dire un peu par les contraintes. Ça, c'est un exemple de contraintes que j'ai dit. En exemple, j'ai dit, on souhaite poser les contraintes suivantes. Chaque étudiant inscrit doit avoir obligatoirement son année de naissance supérieure à 79. Bon, ça, je viens de donner l'exemple. Une autre contrainte la clé que nous avons aussi a des contraintes. Quelle sont ces contraintes-là? Le premier type de contrainte traité par le système de gestion de base de données permet de vérifier la présence d'une clé unique pour chaque table, chacune des tables. Donc, déjà, ça, c'est déjà une contrainte. C'est-à-dire, quand vous allez établir votre base de données, de modèle conceptuel en modèle relationnel, la première contrainte qui va forcément s'imposer à vous, que le système va vous obliger à faire, il faut attribuer des clés primaires à chaque table avant que le système ne se mette en marche. Donc, déjà, c'est une contrainte qui est là. Ça, c'est un exemple de contrainte. Une clé primaire doit être présente pour chaque enregistrement et elle doit être unique et aucun des constructeurs ne peut être nul, comme je viens de le dire dans le cours précédent. La clé primaire ne peut pas être nulle. Forcément, elle doit avoir une information. Tu ne peux pas prendre comme code 0. Code 0 explique quoi? Quelqu'un qui ne sait pas dire mais 0 bêtise est nul. Or, pourtant, ton code 0, ce n'est pas 0, mais ça veut dire que peut-être c'est le premier élément dans ta base qui s'appelle code 0. Mais il faut pouvoir spécifier que 0, par exemple, c'est le code de, par exemple, de la première personne qui constitue, par exemple, les étudiants de ma base de données.
Vous voyez, c'est pourquoi on dit que ça ne prend pas la valeur 0. On ne peut pas attribuer une valeur de 0. Par exemple, matricule de quelqu'un 0. Ce n'est pas possible. Ton matricule ne peut pas commencer par 0. Ou bien la carte d'entrée de quelqu'un 0. Voilà pourquoi c'est le code qu'on prend. On ne peut pas commencer par le code valeur 0. On ne peut pas avoir valeur. Une autre contrainte de la clé primaire peut être constituée de plusieurs colonnes. Si la clé est omise, si elle a la valeur nulle ou si elle a déjà été saisie pour un autre enregistrement de la table, une anomalie de clé est tout de suite déclenchée. Vous voyez? Voilà pourquoi elle exige que ça soit défini. Une fois qu'elle est définie, dès que la clé est omise, dès que si elle prend la valeur nulle, dès qu'elle a été mal saisie ou bien elle a été remplacée automatiquement, ça se met dans ta base de données. Voyez. Donc, les contraintes permettent vraiment de vérifier le côté robuste de la base de données qu'on met en place. Les contraintes d'intégrité sont exécutées à chaque mise à jour de la base de données, en ajout, en suppression ou en modification d'un tuple. Le tuple, on a vu tout à l'heure ce que c'est. Si lors d'une mise à jour, une contrainte n'est pas satisfaite, cette mise à jour ne peut pas se faire. C'est-à-dire, si ta contrainte de ta base n'est pas satisfaite, elle ne peut pas du tout se faire. Vous voyez, donc quand vous établissez une contrainte dans la base, cette contrainte aussi, elle subit aussi les modifications que vous faites aussi dans la base de données. Donc, dans cette modification-là, si cette contrainte que vous avez établie ne respecte pas les clauses que tu as eu à dire, automatiquement, elle ne va pas s'exécuter. Donc, ça montre vraiment le côté robuste de la base de données. En conclusion, il faut dire que au niveau logique, l'analyse logique représente le deuxième niveau, comme je l'ai dit, la conception de la base de données. Et il convient de répondre à la question comment organiser toutes les données ou bien l'univers de travail que j'ai eu à déterminer. Et pour la bonne gestion des données et le bon déroulement du fonctionnement de la base de données, la dernière phase nous conduit. Comment organiser permet aussi la bonne gestion des données, le bon déroulement du fonctionnement de la base de données. Dans l'ensemble, c'est ce qu'on vient de voir. Une fois qu'on a établi les tables, c'est facile de renseigner les tables. On a attribué des attributs. Il y a des contraintes qui accompagnent toutes ces tables. On a vu les différentes associations. On a vu les cardinalités, les règles qui régissent les différentes cardinalités et comment, par exemple, on peut optimiser sa base de données, soit en fonction de tes tables. Tu peux avoir plus de tables ou moins de tables en fonction de tes différentes règles de cardinalité que tu vas employer pour tes différentes cardinalités choisies. Et maintenant vient la dernière phase qui conduit à la phase physique qui répond à la question comment exprimer, comment implémenter maintenant la base de données, comment intégrer toutes ces informations que j'ai maintenant dans un système de gestion de base de données. Et se voit dans la phase pratique dans le prochain module. On dit le module, c'est-à-dire la prochaine séance de cours qui est faite par un autre enseignant. Il y a plusieurs types de logiciel de système de gestion de base de données. Donc, je pense que dans le cours, vous allez utiliser Postgre. Je ne sais pas s'il y a un autre encore logiciel que vous allez utiliser et autre dans le cours de l'enseignant. Mais là-bas va consulter beaucoup plus sur la base pratique. Vous voyez. Là-bas, peut-être, la personne qui va faire va revenir de façon brève. Parce que automatiquement, dès que je finis, ce n'est pas lui qui vient. Peut-être ça sera une petite révision pour un peu, qu'est-ce que c'est qu'une clé, qu'est-ce que c'est qu'un identifiant, qu'est-ce que c'est qu'une association des différentes cardinalités. Peut-être répondre un peu en même temps, avec des exemples à l'appui, rentrer dans la phase pratique. Il en est de même aussi pour vos différents travaux de groupe que vous avez eu à faire. Vous pouvez utiliser aussi pour pouvoir créer une base de données et puis pouvoir suivre cette gestion de la base de données-là. Il y a l'accès aussi qu'on utilise même aussi pour faire une partie des bases de données. Mais je ne sais pas si cette partie-là, vous aurez le temps de voir ça dans l'autre cours de Postgre, là, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a le Postgre qu'on utilise. On utilise Postgre parce qu'il est gratuit. Un logiciel qui est plus gratuit comparé à d'autres logiciels de base de données qui ne sont pas gratuits. Aussi, Access aussi qu'on peut utiliser, par exemple, tout ce qu'on a eu à faire ici, tous vos modèles que vous avez eu à faire ici, qu'on peut mettre dans le système de Access. Et puis, créer le schéma d'abord relationnel de la base de données. Madame, bonsoir madame. Oui, Excusez, bonsoir. j'ai une question. Au fait, je voudrais savoir, vous avez dit que au niveau de l'analyse, elle permettait de connaître comment sont organisés et au niveau conceptuel. Au niveau conceptuel, c'était que vois-je? Qu'est-ce que je vois? D'accord. Le niveau conceptuel, c'était le niveau où on se posait la question, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont mes données que je dois avoir? Quand je dis qu'est-ce que je vois, par exemple, on te présente un univers de classe. On veut, par exemple, gérer, on veut mettre en place un système de gestion de la classe de Master 1.
des étudiants de Master 1 du CURAT. Ça, c'est qu'on appelle ça le problème le problème qu'on veut résoudre qui est là, pouvoir gérer cette classe-là. Mais dans cette classe-là, il y a différentes entités qui sont là-dedans, il y a différentes fonctions qui sont là-dedans. Et donc, du coup, dans cette classe, qui est l'univers de les étudiants du Master 1 de CURAT, qu'est-ce que je vois? Mon univers, c'est quoi? C'est la gestion des étudiants du CURAT de M1. Au fait, cette gestion-là doit être comment? Qu'est-ce que je veux dans cette gestion-là? Maximiser quelque chose, optimiser quelque chose, c'est pour que les étudiants de Master 1 puissent se retrouver facilement entre eux, ou bien pouvoir organiser des sorties entre eux, ou bien c'est pour que les étudiants aux sorties d'ici, lorsque certains sont pris dans des structures, puissent être un canal d'entrée de d'autres. Est-ce que c'est pour pouvoir voir ces étudiants dans leur année universitaire qui a eu de bonnes notes pour être un exemple, ou bien ainsi de suite. Ça va dépendre de ce que tu vas renseigner dans ta base de données. Et donc, tous ces éléments pour lesquels tu vas les réunir, c'est qu'est-ce que je vois dans un premier temps? Les données que je dois collecter, quelles sont ces données? Comment est-ce que je dois prendre ces données-là? Sur le terrain, ça doit être quel genre de données? C'est la première phase qui est les modèles la phase conceptuelle. La deuxième phase qui était la phase logique, c'est-à-dire conduire le modèle conceptuel, modèle relationnel. C'est là où on se pose la question, comment organiser? C'est-à-dire toutes ces données que j'ai eu à collecter de part et d'autre dans tous les sens là. Comment est-ce que je les organise? Vous avez vu que dans le modèle, dans la première partie du modèle conceptuel, on les a groupés en classes d'entités. Ensuite, on les a groupés en classes d'associations. On les a attribués des cardinalités. Mais là-bas, on n'a pas pu établir les règles des cardinalités parce que c'était difficile dans le modèle conceptuel d'établir les règles des cardinalités. On les a tous simplement attribués des fonctions. Comment doit agir, combien de fois une fonction dans un ensemble? Combien de fois un étudiant de master a le droit, de master 1 peut-être a le droit de pouvoir faire cette classe 2 fois ou 3 fois? Ou bien il est censé faire la classe une seule fois? Combien de fois la fonction? Donc, c'est ce qui nous a permis d'établir les différentes cardinalités. Maintenant, dans le modèle relationnel, c'est là maintenant on a cherché à appliquer maintenant les règles de cardinalité pour pouvoir traduire toutes ces différentes cardinalités-là, faciliter notre table en modèle relationnel pour que soit on ait moins de tables ou plus de tables. Ça va dépendre des cardinalités que nous nous sommes données. Parce que si on ne fait pas on n'utilise pas ces règles-là, c'est difficile de pouvoir créer cette phase de modèle relationnel. C'est pour dire comment l'organiser, comment faire toute cette organisation-là. Alors, une fois que toute cette organisation est terminée maintenant, ça vient maintenant comment exprimer. L'exprimer, vous voyez, comment implémenter, comment mettre en place, par exemple, comment faire la programmation maintenant. S'il y a une programmation à faire, une fois que tout est constitué dans le modèle relationnel, un informaticien peut prendre et puis renseigner, faire le programme. Ou bien s'il y a un système de gestion de base de données qui est là, automatiquement, tout ce que tu as dans le modèle relationnel, tu peux rentrer maintenant dans ton système de gestion de base de données. Vous voyez? Voilà. C'est bon? J'ai répondu à ta question? Voilà, je D'accord. comprends. D'accord. Donc, si j'ai répondu sur ce, prends fin notre cours de base de données. Dans ce cours, il y a deux grands éléments. Sachez que quand on dit base de données, la conception et gestion de base de données a trois grandes étapes. La première étape, le modèle conceptuel. La deuxième étape, le modèle relationnel. Et la troisième étape, le modèle physique. C'est ce qu'on appelle aussi le modèle physique. Comment exprimer, comment implémenter. Quand on dit physique, c'est-à-dire comment interroger la base de données. Physique, c'est-à-dire les dynamiques. Comment l'interroger, comment lui poser des questions pour avoir des informations. Comment exploiter cette base de données. Comment modifier la base de données, comment faire des ajouts et autres, tout ça dans la base de données, c'est ce qu'on appelle le modèle en quelque sorte physique. Vous voyez. Et cette partie physique, c'est une phase pratique où tous les deux éléments, les deux parties que vous avez eu à faire, il suffit maintenant de la rentrer dans la phase physique en maintenant. Et puisque le cours est tel que ça a été partagé aux autres, donc cette phase physique est dédiée déjà à l'autre enseignant qui vient. Il vient maintenant, va prendre maintenant le côté phase physique où il va choisir soit des logiciels qu'il va vous donner et puis maintenant il vous dit soit voici des systèmes d'information. Faites le travail qu'il faut. Mais n'oubliez pas que vos systèmes d'information que vous avez fait, vous pouvez l'utiliser aussi dans le système. Puisque vous l'avez déjà prêté, ça et là. C'est bon. D'accord. Donc, si on a fini cette partie, je pense qu'elle a été digeste le coup. Ça a été facile la compréhension pour vous aider. Et donc, on va passer maintenant aux présentations pour qu'on puisse finir cette partie-là dans le temps. Il s'agissait tout simplement de traduire le modèle conceptuel de données en modèle relationnel. Avant qu'on ne commence, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des difficultés quelque part? Oui? Oui? C'est par rapport À au quoi? modèle relationnel. Oui?
Tu ne comprends pas toujours. Qu'est-ce que tu comprends, par exemple, dans le modèle relationnel? À quel moment on parle De modèle relationnel. des complexes à complexes? Oh, c'est dans les cardinalités. C'est dans les cardinalités. On parle, vous avez vu que, bon, je vais voir si, euh, qui est à l'aise comme ça? Il est tellement fatigué. Ça, c'était notre modèle conceptuel qui était là. On a défini nos différentes cardinalités. Elles sont là. Mais il est difficile d'exploiter ce modèle-là dans un système de gestion de base de données. Difficile, pourquoi? Parce que comment on va renseigner? Ici, si on nous demande de renseigner les matricules, les noms, les trucs, il est difficile. De la manière que c'est disposé, c'est difficile. À vue d'œil, ça nous facilite le travail, mais à l'intérieur, c'est difficile de renseigner. Tu vois? Donc, c'est ce qui fait que ça a été facile pour nous de créer ce schéma conceptuel en fonction de l'idée qu'on voulait atteindre. On appelle notre système d'information en fonction de l'idée, des objectifs qu'on voulait atteindre, le but qu'on voulait atteindre, ça nous a facilité à créer le modèle conceptuel. En fonction du but qu'on voulait atteindre, ça nous a facilité dans les cardinalités à donner les fonctions, les différentes fonctions, qui fait quoi et combien de fois, quelles sont les restrictions, quelles sont les contraintes. Ici même, il y a eu des contraintes qui ont été établies dans les cardinalités où quand on dit, par exemple, telle personne ne peut prendre une seule fois quelque chose, ça, ce sont des contraintes. Ou bien telle personne a la possibilité de prendre, ou bien de ne pas prendre, ou bien de prendre plusieurs fois. Ce sont des contraintes. C'est-à-dire les associations sont des contraintes. Les cardinalités, l'expression qu'on dit, sont des contraintes qu'on pose déjà. C'est ce qui va permettre le bon fonctionnement de la cardinalité et puis du système de gestion. Et donc, quand on a mis les cardinalités, c'est comme cela. On ne peut pas exploiter ça dans un système de gestion de base de données. Or, la base de données qu'on construit, c'est pour pouvoir l'interroger. On ne construit pas une base de données pour la déposer comme ça. Si tu construis une base de données pour la déposer, c'est que tu n'as vraiment rien fait. Peut-être, tu peux ne pas savoir interroger ta base de données, mais tu peux constituer une base de données déposée et quelqu'un d'autre peut venir prendre pour pouvoir l'interroger. En fait, quand on construit une base de données, c'est pour pouvoir l'interroger, c'est pour pouvoir résoudre un problème, c'est pour pouvoir prendre des décisions dans la société. C'est pour pouvoir facilement retrouver certains employés, certaines caractéristiques de certains employés. En tout cas, c'est pour pouvoir une bonne gestion, une bonne visibilité de la gestion de l'entreprise. Donc, quand tu utilises une base de données dans ta famille, c'est pour pouvoir avoir le bon fonctionnement au niveau de la maison. À la maison, qui fait quoi? Papa fait quoi? Maman fait quoi? Mes frères et soeurs, qui fait quoi? À chaque heure, qui fait quoi? À quel moment? À quel instant? Ainsi de suite. Combien de fois dans la semaine? Qui balaye? Qui fait la... Tout ça, on peut, ou bien si c'est le repas, combien de fois chacun doit préparer? Par exemple, on peut constituer un système de gestion de base de données. Tu as fait la base de données. Tu as donné le rôle de chacun. C'est visible, c'est le modèle conceptuel. Maintenant, comment tu vas pouvoir interroger pour savoir, aujourd'hui, lundi, par exemple, cette personne qui devrait faire la cuisine, il ne l'a pas fait. Comment tu vas pouvoir le savoir? Ou bien si c'est dans un magasin de jouets et autres, ou bien un magasin de trucs, quels sont les éléments, quels sont les jouets qui ne sont pas là? Quels sont les jouets qui sont plus demandés? Quels sont les jouets qui ont été plus achetés? Comment tu peux savoir? À vue d'œil, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le magasin est vaste. Or, quand tu constitues une base de données, c'est facile à exploiter. Mais pour pouvoir savoir quels sont les jouets qui sont plus sortis, qui sont restés, il faut interroger ta base de données. Tu vois? Mais pour pouvoir l'interroger, ici, on ne peut pas l'interroger comme ça. Voilà pourquoi on parle maintenant du modèle conceptuel en modèle relationnel. C'est-à-dire tout simplement de ces figures, de ces modèles graphiques qui sont là, dans ce modèle graphique qui est là, on écrit tout simplement des tables. C'est pourquoi on dit modèle relationnel. Ce sont des relations, des tables. Vous voyez le modèle relationnel comme des tables. Maintenant, dans ce modèle relationnel, quelles sont les différentes règles qui suivent? Dans ce modèle relationnel, chaque classe d'entité constitue une table. Vous voyez? Et chaque entité dans la classe d'entité constitue un attribut et qui est rangé en colonnes. Et dans cette classe, dans cette table, il faut forcément une clé primaire qui est la clé de la table. Dans le modèle conceptuel, c'est vrai, on a choisi la clé, mais dans le modèle relationnel, la clé doit être aussi là. Ensuite, dans le modèle conceptuel, les classes d'association. Au niveau des classes d'association, viennent maintenant les règles. Dans le modèle complexe, qu'est-ce qui se passe? On est dans le modèle complexe, puisque la classe d'association lie deux classes d'entités. C'est ce qu'elle fait. Une classe d'association lie deux classes d'entités.
Elle a deux fonctions. Donc, les deux classes sont liées dans un modèle complexe, c'est-à-dire où elles se terminent par N. De part et d'autre, on a N et N qui interviennent, ça peut être 0N ou bien 1N, mais il y a N de part et d'autre qui interviennent, on appelle complexe à cause du N qui est dans la relation. Et donc, quand c'est comme cela, à cause de cela, on dit, bon, à cause de cette règle, toutes les classes d'entités deviennent des tables et la classe d'association elle-même est une table. Ça, c'est la première règle. Maintenant, si ces classes d'association a un attribut à elle, l'attribut s'ajoute aux attributs qu'elle a. Par exemple, si ici, il y a cette association a par exemple temps, ou bien donc, temps, temps, 3 jours, à temps qui est attribué. Dans la table, en plus de prendre les éléments qui vont, les attributs qui vont constituer cette classe d'association, qui seront le matricule étudiant et le code étudiant qui vont constituer les éléments de cette table, le temps s'ajoute. Parce qu'il appartient à cette classe d'association. Il n'appartient pas à celui-là. Il n'appartient pas à celui-là, mais il appartient à celui-là. Donc, par conséquent, il s'ajoute. Il ne faut pas l'éliminer. Vous voyez? C'est bon? Maintenant, si c'est dans le cas de, on appelle ça, d'une relation, À quel moment il sait qu'il y a le temps qui doit être éliminé? À quel moment c'est dans ton système que tu as mis en place. Par exemple, dans ton système, c'est par exemple ici, étudier PMI service médical. Il y a dit visiter, consulter. Supposons que je me donne une contrainte. Le temps va consulter, c'est une contrainte. Je décide de donner à mon association, c'est une contrainte. Et je lui donne comme contrainte le temps. Mais dans ce temps de contrainte, par exemple, je me dis que les étudiants qui doivent venir au service médical, c'est pas tous les jours. Peut-être il y a un jour dans la semaine qui est fait pour le service. Et il y a un temps précis de telle heure à telle heure qui va permettre de pouvoir venir retirer les papiers. C'est-à-dire, un étudiant qui vient dans cette période de temps pourra retirer les dossiers. Par contre, celui qui vient en dehors de ce temps qui est fixé ne pourra retirer aucun dossier. Vous voyez. Donc, là, déjà, ça fait bien une contrainte. C'est-à-dire, les étudiants pour venir au service médical, je crois que ce soit pour ce temps affecté, il y a un temps, soit si c'est un jour dans la semaine, il y a ce jour qui est là, et puis il y a les heures qui sont ici. En dehors de ça, il n'y a pas de visite médicale. Vous voyez. Ça, c'est je me décide de mettre une contrainte comme le temps. Ce n'est pas obligé, mais si je décide de le mettre, je le fais. Si c'est par exemple dans le cas des magasins de gestion de jouets ou bien de gestion de véhicules et tout ça, là, on suppose que on peut mettre la localisation. La localisation peut être une contrainte. La localisation pour dire, par exemple, quand je dis la localisation, c'est-à-dire le déplacement du véhicule, le temps, à quel moment ce véhicule doit être capable de pouvoir prendre un autre client quelque part. Il y a une contrainte de temps. Pendant qu'il y a un client de l'Est, il veut prendre l'autre client. Soit dans ma base de données, non, je prends le cas de Young ou le client, il ne peut pas. Il est censé finir son trajet. Mais à quel moment il a la possibilité de pouvoir prendre un autre client? Ça, je lui donne un temps. Je lui dis qu'il a peut-être une heure maximum de faire un trajet. Donc, dans ce cas, dans ma cardinalité, je peux dire que ce véhicule peut prendre un ou plusieurs passagers. Lorsqu'il a un temps qui est précis, plusieurs passagers, parce qu'il peut faire le voyage plusieurs fois pour prendre plusieurs passagers, vous voyez. Mais à des temps bien précis. Si c'est au niveau des jouets ou bien des trucs, le côté quantité peut intervenir. Vous voyez, le côté quantité, qualité peut intervenir. Ce sont des problèmes qu'on peut mettre sur, par exemple, dans l'association. Si on n'arrive pas à les mettre dans les classes, les métiers de l'association, mais continuité qui est dans la base. Et on a vu que dans le modèle 5 complexe, qu'est-ce qui se passe? Dans le modèle 5 complexe, celui qui est complexe vient au niveau du 5. Et le 5, on a dit, c'est là qu'on parlait de ce transfert de père à fils. Et là, la classe d'association disparaît. Mais elle ne disparaît pas pour rester dans le vide. Elle disparaît, mais l'attribut primaire de la classe qui est forte ou bien du père, je veux dire, sa clé primaire va migrer automatiquement chez le fils. Un exemple. Il a migré automatiquement chez le fils. Et donc, du coup, la classe d'association n'a pas sa place d'être. Voilà. Maintenant, si c'est dans une association simple, on a dit c'est une association simple, dans ce cas, ce qui est plus important, on prend celui qu'on appelle ça, la cardinalité 1.
où se trouve le principe de la cardinalité. Dans une relation simple, par exemple, quand j'ai pris l'exemple du fournisseur et puis du contact, on a vu que le contact du fournisseur pouvait intégrer la classe d'association fournisseur. On a détaché, la personne a détaché pour rendre sa base plus simple. Mais quand il voit, ça dit le fournisseur ne peut avoir que un seul contact. Un seul contact ne peut appartenir au fournisseur. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas la peine de garder là-bas, qu'on appelle ça, la classe d'association contact. Vaut mieux la supprimer que automatiquement, tous les éléments qui appartiennent à faire grâce à la mettre au niveau du fournisseur. On a eu le cas de ce présent-là. C'est bon. Donc, ce sont des différentes règles qui permettent de rédiger maintenant, d'écrire la base de données plus simple. Donc, le modèle relationnel, on peut dire que c'est un modèle qui nous permet de voir la base de données de façon plus simple pour pouvoir l'implémenter. Le modèle conceptuel nous permet d'avoir une vision de ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir mieux l'exprimer, pour pouvoir mieux l'organiser, pas l'exprimer, pour pouvoir mieux l'organiser. Et le modèle relationnel nous permet de traduire tout le modèle conceptuel qu'on a mis en place en modèle relationnel pour pouvoir mieux faciliter qu'on appelle ça son utilisation dans un système de gestion de base de données. Vous voyez les choses de façon simple. C'est bon? Ça va? Donc, si ça va, qu'il n'y a plus de questions et que dans l'ensemble c'est bon, on va commencer les présentations. Délégué. Donc, vous qui êtes en ligne, on commence par vous, ou bien si vous n'êtes pas prêts, on commence par ceux qui sont prêts, pour ne pas faire perdre de temps. Normalement, avec vos systèmes que vous avez établi, le modèle relationnel ne doit pas être compliqué. Parce que quand j'ai l'ensemble de vous, c'était déjà bien défini. On fait le même ordre que la dernière présentation. Il y a question en ligne. S'il n'y a pas de questions, je vais prendre ma place centrale. Et puis, maintenant, je vous écoute. N'ayez pas peur. Au sortir de là, chacun sera heureux. C'est quelle équipe? Mais d'accord, vous allez donner des groupes, non? Ah, c'est toujours vous. D'accord. Ça, c'est bien ça. Là, ça tombe bien. Non, pas pour représenter tout. C'est simplement le modèle conceptuel que vous avez fait là, le modèle relationnel. C'est tout. La dernière fois, tout a été présenté. J'ai vu. À la fin, tout ça, j'aurais besoin, tout ça, ça est sur clé. J'aurais besoin ça. C'est ça. Oh, attendez, je vais prendre. Je vais sortir. Oh, attends, je vais. Et puis, on va reprendre l'enregistrement. Encore. Pour ceux qui sont en chose. Arrêtez l'enregistrement.